Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la tribune d'expression des membres du gouvernement, Malikoura Tassira version 3. Et nous sommes au centre d'instruction de Bafo, dans la région de Ségou. Ce centre qui a pour mission de former les personnels des forces armées et de sécurité dans différents domaines. À ce lot s'ajoutent les nouvelles recrues de la fonction publique. Nous sommes donc reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Avec lui, nous allons faire le point de l'action gouvernementale au niveau du département de la Jeunesse et des Sports. Alors, à Bafo, ici, il y a de l'ambiance, hein? Je vous sens pas à Bafo. Alors, il y a de la bonne ambiance à Bafo ici. Bafo qui accueille des milliers de jeunes. Ils sont présents avec nous dans un environnement détendu. Vous le constatez avec nous sur ces images. Un endroit stratégique aujourd'hui pour l'encadrement de la jeunesse dans la construction citoyenne et l'instruction civique. Deux points essentiels dans la conduite de l'homme. Bafo avec ces jeunes militaires et civils en formation. Monsieur le ministre, ça vous donne quelle image et quel espoir pour le Mali? Déjà, merci beaucoup, Sira Batili. Merci à tous vos collaborateurs, à l'ERTM, aux autorités ici régionales et communales, ainsi que mes collaborateurs ici, et surtout les recrues qui sont ici présents et leurs encadreurs. Je pense que aujourd'hui, le service national des jeunes, à travers cette formation militaire obligatoire, pour nous, c'est le renouveau. Vous savez, les plus hautes autorités ont pris la décision de relancer cette formation. Et dans ce cadre-là, c'était pour savoir comment, dans le cadre de la fonction publique, on peut avoir des acteurs pétris de valeurs, qui ont un sens de loyauté, de patriotisme, et également cette bonne dose pour pouvoir servir leur nation. Et je pense qu'ici, c'est le centre pour faire cela. Bafo, aujourd'hui, pour nous, c'est le Malikoura également. Le Malikoura, comme j'aime à le dire, il ne s'agit pas d'aller chercher des Maliens ailleurs, des nouveaux Maliens qu'il faut créer et ramener. C'est de voir comment on peut nous-mêmes nous modeler et nous mettre dans une dynamique de construction, d'amour, de patriotisme et d'accompagnement aujourd'hui des efforts qui sont faits. Et je pense que c'est tout cela qu'inspire Bafo aujourd'hui pour le Mali. D'accord, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Mahamadou Kane de la radio Clédou qui m'accompagne pour vous interroger. Kane, sûrement une question sur Bafo avant qu'on continue. Bafo, c'est le symbole de la jeunesse. La question, c'est de savoir quels sont les mécanismes à votre niveau pour replacer les jeunes au cœur de l'action civique. Merci, Monsieur Kane. Je pense qu'aujourd'hui, le message, il est très clair. Le président l'a souligné dès le départ pour dire qu'il est jeune autant que les autres jeunes et qu'aujourd'hui, s'il échouait, c'est toute la jeunesse qui aurait échoué. Et je pense que nous ne comptons pas et nous n'avons même pas dans le programme à ce qu'il y ait un échec dans ce sens-là. Donc, il faut un réveil de la jeunesse. Ce réveil va sur plusieurs plans. Dans le cadre du département, nous l'allons tracer en 3 axes. Le premier axe, c'est jeunesse et citoyenneté. Faso Bara Nedjoro. Pour nous, aujourd'hui, toute la jeunesse doit être mobilisée. Tant qu'il s'agit de la construction du pays, chacun doit pouvoir poser sa pierre. Poser sa pierre, c'est à différents niveaux. Il ne s'agit pas d'être le plus riche, il ne s'agit pas d'être le plus fort, il ne s'agit pas d'être le plus intelligent. Il s'agit à chaque niveau où nous sommes, à chaque mission qui nous est assignée, à chaque tâche qui nous est donnée, de pouvoir poser les actes à ce que ce soit les meilleurs actes pour sa communauté, pour son pays et pour soi-même. Et cela va du travailleur, du bénévole, du fonctionnaire, de l'entrepreneur, peu importe, et du journaliste, du ministre, peu importe le niveau que vous avez, l'idée c'est de pouvoir poser sa pierre. Le second axe, pour nous, c'est le village des opportunités. C'est qu'à notre niveau, nous devons inciter les jeunes qui sont dans différents secteurs et qui réussissent à voir comment ils peuvent aider d'autres jeunes qui n'ont pas eu les mêmes chances. Un jeune qui a une expertise précise, comment pouvoir mobiliser ce jeune-là pour aider d'autres jeunes qui n'ont pas cette expertise? Chacun doit pouvoir poser des actes dans ce sens-là. Et pour nous, le village des opportunités, c'est ça. C'est aussi le fait qu'il y a des jeunes qui ont des entreprises qui marchent. Et tous les jeunes n'ont pas accès aux banques.
tous les jeunes n'ont pas de crédit, tous les jeunes n'ont pas de garantie. Comment ces acteurs jeunes peuvent aider d'autres jeunes en essayant de les financer dans leurs projets? Alors, Monsieur le ministre, concrètement, avec ces jeunes, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Khan l'a dit, il y a 2 ans de cela, que vous tenez les rênes de ce département. Qu'est-ce qui a changé? Pour aller très vite, nous avons mis en place ce qu'on appelle la brigade citoyenne. La brigade citoyenne, ce sont des acteurs que nous avons mis à la disposition des collectivités. Leur propre mission, c'est d'être auprès des collectivités, de rendre service par rapport aux besoins de la collectivité. Nous avons mis en place à peu près 1600 stadiers. Ces stadiers sont formés justement par des Maliens venus de l'extérieur. Ces Maliens ont eu une connaissance parce qu'ils travaillent dans le milieu sportif et ils ont cette notion en termes de sécurité. Ils sont venus renforcer certains jeunes ici afin de pouvoir les aider. Tout ce qui est manifestation et événements qu'on puisse faire au niveau des stades, de pouvoir les aider à ce qu'ils aient les mêmes types de réflexions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos événements que nous faisons en milieu sportif au niveau de nos stades, ce sont les stadiers qui sont là pour assurer l'ordre, pour assurer plusieurs choses dans ce sens-là. Au-delà de cela, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'école de la citoyenneté. Nous en sommes à notre 3e édition. L'école de la citoyenneté, c'est un peu... nous avons eu la chance, le président a déclaré 2025 année de la culture. L'école de la citoyenneté, c'est aussi ce lieu où on apprend nos valeurs, nos traditions, nos coutumes, mais également toutes les réformes aujourd'hui en cours dans le pays, pour que ces acteurs qui ont la formation puissent avoir le socle pour pouvoir se construire eux-mêmes, mais être également des ambassadeurs auprès d'autres jeunes pour leur expliquer ce qui est en train d'être fait dans le pays. Et la 3e édition nous a conduit dans l'école de la citoyenneté à peu près, aujourd'hui, nous sommes à 800 qui sont formés au niveau de l'école de la citoyenneté. La 4e édition va commencer au mois de juillet et ça va continuer ainsi de suite. Monsieur le ministre, on va vérifier maintenant en images ce que vous avez pu faire pour ce département, mais sur les 6 derniers mois. Donc, je vous propose à présent un commentaire sur les différentes activités menées par le département en charge de la jeunesse et des sports les 6 derniers mois, des actions destinées à accompagner les jeunes dans des projets et à faire la promotion du sport. Suivons Siragatou Sissé et puis nous revenons sur ce plateau. La jeunesse, la citoyenneté et le sport, 3 piliers essentiels sur lesquels repose la transition pour accélérer le sentier de Malikoura Tassira. Au rayon de la jeunesse et de la citoyenneté, le département a entrepris des activités et réalisations. Des jeunes sont formés pour sensibiliser leurs confrères sur la conduite à suivre dans l'avènement du modèle citoyen. L'accent a été mis aussi sur la formation civilo-militaire des agents fonctionnaires de l'État à travers la cohorte du Service national des jeunes SNJ. Les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports sont passés à l'école pour une mise à niveau sur le partenariat public-privé. Des sessions masterclass citoyennes sont également organisées dans certaines grandes universités publiques et privées. Le CNJ Mali a su battre la carte de la mobilisation en supervisant l'installation des bureaux régionaux du district de Bamako et certaines sections de la diaspora. Le ministère en charge de la jeunesse a procédé à la construction de certains édifices à Bamako et à l'intérieur du pays. Des projets tels Mon quartier propre, Mon école propre, Ministre Kene Sungalo Solidarité ont eu l'adhésion des jeunes. Le ministère en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne a initié un espace d'échange intitulé à l'école de la citoyenneté avec les jeunes du Mali, réunissant des ministres et experts dans divers domaines. Le ministre a porté la voix du Mali dans plusieurs forats en Afrique et dans le reste du monde. Pour ce qui est du chapitre réservé au sport, le département a incité le sport de masse mensuel dans toutes les capitales régionales. Des stades sont rénovés, réhabilités et inaugurés à Bamako et à l'intérieur du pays sur instruction du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Des compétitions nationales et sous-régionales ainsi que des sessions de formation sont pilotées dans plusieurs disciplines. Nos sélections nationales en foot, les moins de 17 ans, en basketball, les moins de 16 ans filles et garçons, en kung fu wushu ont brillé sur la scène africaine.
Dans le programme d'action du gouvernement, le PAG, qui a été donc adopté par le Conseil national de transition, c'était le 19 mai 2025, il y a des missions spécifiques qui ont été assignées à votre département, monsieur le ministre, à savoir faire participer les jeunes aux activités de jeunesse et le développement des sports de façon générale. Comment vous allez l'exécuter concrètement? Concrètement, nous allons nous baser sur nos différentes fêtières. Nous avons eu la chance de pouvoir mettre en place une fêtière de jeunesse le plus transparent possible. Je pense que de l'histoire de la fêtière de la jeunesse, elle n'a jamais été aussi transparente. Et dans ce cadre-là, ces jeunes aujourd'hui qui regroupent tous les autres groupements de jeunes et organisations de jeunesse vont nous aider et nous aident déjà dans la mise en œuvre de notre politique en termes de jeunesse. Tout ce qui concerne la promotion et le développement de la jeunesse. Et à ce cadre-là, nous avons certaines grandes campagnes et certaines grandes opérations que nous avons menées. Et ce sont des acteurs qui le font directement dans leur commune et de leur communauté, sans pour autant avoir un appui direct du département. C'est ça la pérennité des choses. Comment les acteurs peuvent s'attribuer les choses sans forcément attendre un appui de l'État. Et c'est la même chose au niveau du sport. De plus en plus, nous sommes en train de restructurer au niveau de nos fédérations sportives. Actuellement, tous les textes en lien avec le sport sont en relecture. Et avec les recommandations liées aux états généraux du sport, je pense que les deux combinés vont pouvoir nous aider à aller au-delà dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire au niveau du sport, mais surtout de la relation entre les fédérations sportives qui sont là pour les autres acteurs, donc dans le cadre de la coordination et l'animation du sport au niveau local, et nous, au niveau du département, par rapport aux actions politiques que nous sommes en train de mener dans le cadre du sport. Donc ce lien, il est impératif à ce que ce soit revu, afin qu'il y ait une harmonie d'action entre les décisions politiques et les actions sur le terrain. Et je pense que ça, c'est un travail qui est en train d'être fait. Et avec les relectures, je pense que les relectures des différents textes et les lois régissant le sport et les activités physiques, je pense que nous allons pouvoir évoluer positivement là-dessus. Monsieur le ministre, avant votre nomination, vous avez travaillé durant de longues années sur la thématique de la déradicalisation de jeunes, notamment ceux qui ont décidé de rejoindre les groupes armés. Aujourd'hui, quels sont les efforts faits par le gouvernement pour éradiquer ces phénomènes et à quelle hauteur? Je pense que les efforts sont très visibles. Déjà sur le plan militaire, il y a énormément d'efforts qui est en train d'être fait et cela est très visible. Nous avons une armée qui est en train de s'assumer, et une armée qui gagne des victoires, une armée qui est offensive. Et contrairement peut-être au passé, je pense qu'aujourd'hui les donnes sont assez claires là-dessus. Sur le plan de la jeunesse, sur les questions de déradicalisation, nous avons aujourd'hui un ministère, le ministère des Affaires religieuses, qui a également ce volet lié à la déradicalisation, qui travaille avec ces centres de déradicalisation qui sont mis en place dans certaines régions. Nous, au niveau de la jeunesse, dans notre département, nous travaillons beaucoup plus sur les questions de sensibilisation. Parler aux jeunes, essayer de voir comment ces jeunes peuvent déposer les armes. Et comme vous l'avez dit, c'est une expérience passée que j'ai eue de ma vie avant d'être ministre. C'est un travail que nous avons fait et qui nous a poussé à avoir des contacts avec certains jeunes qui s'étaient retournés contre leur propre pays. Et aujourd'hui, je pense que ce processus est en cours. Et au niveau de l'État, c'est beaucoup plus accentué. Et ce travail est en train d'être fait. Et je crois qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons entendu parler de plusieurs des jeunes qui ont déposé les armes et qui essayent de retourner au niveau de l'État. Et l'idée, c'est de voir maintenant comment créer un accompagnement. L'accompagnement doit être d'abord psychologique et aussi un accompagnement par rapport à leur réintégration au niveau de la communauté. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens-là. Monsieur le ministre, il y a un phénomène qui inquiète aujourd'hui, ça c'est la consommation de la drogue par la jeunesse. On vous a vu à plusieurs reprises rencontrer les jeunes sensibilisés par rapport à ce phénomène. Au-delà de la sensibilisation, quelles sont les mesures concrètes prises aujourd'hui par le gouvernement pour faire face à ce phénomène qui est vraiment très inquiétant? Oui, je me permets de faire un rappel. En réalité, c'était au niveau d'un conseil des ministres où le président de la transition a tenu à ce que nous ayons une information que nous trouvons capitale. Il s'agit d'un recrutement qui devait se faire au niveau de la sécurité, des forces de sécurité. Et à ce niveau-là, il y avait 5000 dossiers qui avaient été choisis pour le recrutement. Sur les 5000 dossiers, ils ont vu que plus de 2000 avaient des traces de drogue.
Et il fallait rejeter plus de 2000. Donc on est près de la moitié des jeunes qui ont été écartés alors qu'ils auraient pu avoir l'opportunité d'intégrer aujourd'hui les forces de sécurité. Et malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le constat, le président a attiré notre attention. Pour dire, faites attention, parce que si on a plus de la moitié, ou près de la moitié, on va dire, des dossiers qui sont repoussés, dans le futur, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est qu'à un moment donné, on pourrait avoir, malheureusement, pas de jeunes à recruter pour défendre le pays. Donc les forces de sécurité, les forces armées, malheureusement, on risque de se retrouver un jour à ne pas avoir de jeunes à recruter là-dessus. Et ça, c'est un danger pour la suite des actions qui sont en train, surtout des actions aujourd'hui qui sont posées pour le Malikoura que nous cherchons. Donc, il fallait mettre en place une commission. Et cette commission regroupe le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, et le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, et la mission interministérielle de lutte contre la drogue, et puis l'OCS qui est l'Office central de lutte contre les stupéfiants. Je pense que tous ces acteurs se sont mis ensemble pour créer cette commission-là. Nous, notre rôle, c'est comment sensibiliser et orienter les acteurs jeunes qui malheureusement sont en train de consommer vers des centres où ils pourront être désintoxiqués. Parce que ces centres existent. Il y a tout un accompagnement qui est à ce niveau-là. Mais il y a d'autres acteurs qui sont dans la répression, qui sont dans la sanction. Parce qu'à un niveau, on sensibilise, mais il faut sanctionner. Donc si vous avez vu, il y a énormément d'opérations actuellement en cours dans le cadre de la détection de ceux qui vendent, de ceux qui gardent et de ceux qui produisent. Donc, je pense tout récemment, vous avez vu, il y a une production qui a été captée et détruite, et sur plusieurs niveaux. Je pense que cela est important à souligner. Donc nous sommes en train d'aller sur plusieurs volets. Donc le volet sensibilisation, le volet traitement et le volet sanction et répression. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez évalué toutes ces stratégies? Est-ce que vous avez vu par stade, par exemple, avec le volet sensibilisation, si ça fait des effets, et avec le volet répression aussi, qu'est-ce qui a le plus donné? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il faut aller vers d'autres mesures aussi? Le mal est très profond. Le mal est très profond. Et lorsque le mal est très profond, les efforts qui sont en train d'être faits peuvent sembler ne pas être utile ou important, mais c'est qu'on peut souligner. Lorsque une grosse quantité de drogue est trouvée et détruite, pour nous, c'est un plus. Lorsque, dans les cadres des sensibilisations, nous voyons qu'au niveau de plusieurs communautés où nous sommes passés, ils ont mis en place des commissions de sensibilisation au niveau des quartiers pour pouvoir récupérer les jeunes ou sensibiliser ceux qui ne sont pas en train de consommer afin de les dissuader à consommer, pour nous, c'est un acquis. Lorsque, au niveau des centres de désintoxication, nous avons un peu plus d'acteurs qui sont orientés de façon anonyme, en passant par nos services et d'autres services qui travaillent avec nous, pour nous, c'est un acquis. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'effet est en train de prendre, mais le mal est très profond. Parce que ça va beaucoup plus loin que nous pouvons imaginer. Nous avons appris certaines informations qui, aujourd'hui, nous inquiètent, et il faut vraiment une collaboration très étroite, non seulement avec l'État, mais avec tous les acteurs. Tous les acteurs, j'ai dit bien, que ce soit au niveau de la famille, des communautés, de nos religieux, que ce soit au niveau de nos notabilités, tous les acteurs doivent se donner la main parce que chacun, à son niveau, a un rôle à jouer. Drogue bla, sani aki bla. La rénovation des stades sur l'ensemble du territoire, monsieur le ministre, c'est un fait, mais beaucoup estiment, certains du moins estiment que le fonds utilisé pouvait servir à d'autres fins, notamment la construction des écoles ou des infrastructures routières. La question, c'est de savoir aujourd'hui où est-ce que nous en sommes, combien de stades ont été construits, il en reste combien concrètement? Dans le cadre aujourd'hui des infrastructures sportives, nous voulons travailler sur non seulement notre jeunesse, mais également sur notre sport. Parce que qu'on le veuille ou pas, lorsque le sport est en train d'être fait, socialement, les gens sont heureux. Ils oublient certaines situations. Je pense que ces investissements sont utiles et extrêmement utiles. Et nous ne sommes pas le seul pays. Je pense que la plupart des pays investissent dans le domaine du sport et dans le domaine de la jeunesse, dans ce cadre-là spécifiquement. Maintenant, au niveau du sport, les investissements, ce qui est en train d'être fait. Je pense que nous avons une grosse chance avec cette volonté politique,
aujourd'hui des plus hautes autorités par rapport à l'investissement dans les infrastructures. Cet investissement qui est fait au niveau des infrastructures, c'est pour aider également le niveau de nos sportifs, de nos athlètes à être élevés, à aller au-delà. Nous avons un pays où physiquement le Malien est un sportif né, mais il nous faut, le sport aujourd'hui c'est une science. Il faut y travailler, il faut avoir les meilleures conditions. Et dans ce cadre-là, ces infrastructures qui sont construites permettent à ces sportifs d'être au même niveau international que d'autres sportifs. Oui, monsieur le ministre, on sait que ces infrastructures sont très utiles pour le Mali, mais peut-être que Khan veut savoir, par exemple, le bilan de ce qui a été déjà fait, de ce qui doit être fait dans le futur. Nous avons rénové à peu près 7 stades. D'autres sont en cours. Sur les 7 stades qui sont rénovés, 5 sont homologués par la CAF et la FIFA. Je pense que c'est une première d'aller aussi vite, en si peu de temps, d'avoir 5 stades qui sont homologués et qui permettent aujourd'hui au Mali de pouvoir appeler des compétitions. Et nous avons la chance d'avoir une compétition qui arrive. La compétition UFOA, c'est une compétition CAN par rapport aux qualifications au CAN, mais de la zone francophone. Et c'est le Mali qui va l'abriter. Et je pense que ça, c'est une grosse chance pour nous. Mais c'est une chance que nous avons eue parce que nous avons des infrastructures qui s'y prêtent. Et avec toutes ces rénovations qui sont en cours, ça nous donne d'autres ambitions. Bien entendu, c'est qu'on vise un peu plus loin. C'est qu'un jour, qu'on puisse organiser peut-être la CAN ici. Et je pense que ce processus est en cours et ce travail est en train d'être fait. Les autres stades qui sont en train d'être rénovés, nous en avons au niveau des régions et nous en avons au niveau de Bamako. Et très bientôt, vous verrez d'autres inaugurations bientôt. Une très belle initiative, monsieur le ministre, à saluer tout de même. Mais une chose est de rénover les stades, d'en construire, mais la plus importante, c'est l'entretien de ces lieux-là. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises dans ce sens? Oui, nous avons commencé certaines dispositions. Alors, le premier point, c'est au niveau de la digitalisation même de ces stades-là. Pour pouvoir maîtriser les ressources au niveau de nos infrastructures sportives, il faut les digitaliser. Je pense qu'il y a un processus de digitalisation qui est en cours. Et nous avons commencé par l'unité de partenariat public-privé de la primature, qui est une unité qui est placée là-bas et qui aide justement dans ces cadres de processus, non seulement pour la digitalisation, mais surtout pour la rentabilité de nos stades. Nous avons des stades qui ne sont pas uniquement là pour le football, qui ne sont pas uniquement là pour le basketball, l'athlétisme ou autre chose. Nous avons des stades qui sont là pour d'autres événements, qui pourraient permettre à ces stades-là de pouvoir s'auto-financer. Et dans ce cadre, aujourd'hui, c'est notre priorité. C'est sur ce travail que nous sommes en train d'avancer, sur ce cadre que nous sommes en train d'avancer. Et je pense que le processus vraiment avance. Et bientôt, nous allons pouvoir, par exemple, acheter nos tickets d'entrée pour les matchs directement sur le smartphone. On pourrait directement voir les recettes qui sont dégagées par certaines activités sportives ou certaines autres activités culturelles ou d'autres événements qui vont se faire au niveau des stades. Et directement, nous allons pouvoir faire le point par rapport à la rentabilité de nos stades. D'autres choses, c'est que dans nos stades, nous avons d'autres infrastructures qui sont là. Nous avons des salles de sport, nous avons des piscines, nous avons des hôtels. Il faut que ce soit exploité, il faut que ce soit rentabilisé. Et la rentabilité nous amène bien entendu à une meilleure gestion, à une meilleure prise en charge de ces stades-là pour que ce ne soit pas dégradé d'ici 2 ans. Nos stades à l'intérieur du pays ne reçoivent pas les matchs internationaux, notamment les matchs des Aigles du Mali à Sikasso, à Ségou, à Mopti, ailleurs. Alors, la CAF a de nouvelles règles. Et ces nouvelles règles, pour pouvoir, par exemple, recevoir certains matchs, il faut un dispositif hôtelier. Et malheureusement, dans nos régions, il y a certains dispositifs hôteliers qui ne sont pas pour le moment dans les normes et sur lesquels nous sommes en train de travailler. C'est pour cela que certains de nos stades sont en train d'abriter aussi des hôtels pour pouvoir pallier justement à ces problèmes-là. Mais sans ces infrastructures hôtelières, par exemple, les agents CAF ne peuvent pas venir et les autres équipes ne peuvent pas venir s'installer. Parce que les normes qu'ils ont mises, ce sont des normes qui commencent par 4 étoiles. Et dans nos régions, plusieurs de nos régions n'ont pas des hôtels 4 étoiles. Enfin, plusieurs hôtels 4 étoiles. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Et ça, nous le faisons avec le ministère de la Culture et de l'Industrie hôtelière. Et pour voir comment essayer de pallier à cela, afin que le jour où nous allons, bien entendu, appeler, par exemple, une CAN,
qu'on puisse organiser et jouer la CAN directement. Monsieur le ministre, le sport, puisqu'on parle de stade, on va enchaîner avec le sport. Le football qui reste le sport roi aujourd'hui, les Maliens sont très fans du football, mais notre équipe nationale fait rarement de bons résultats. Même si on arrive vers la phase finale, on est toujours à la 4e place. Qu'est-ce qui peine à ce niveau? On a toujours les espoirs brisés. Qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, je pense qu'il est important quand même de clarifier certaines choses. Aujourd'hui, au niveau de nos cadets, nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Nous sommes vice-champions d'Afrique. On ne peut pas dire que ça ne va pas au niveau du football. On ne peut pas le dire. Maintenant, de quoi on parle exactement? On parle de l'équipe senior. Pourquoi au niveau de l'équipe senior, jusqu'à présent, le Mali n'a pas encore sa Coupe d'Afrique? Au niveau senior, c'est là où se trouve un peu le problème. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, je pense que ça, c'est un travail que nous sommes en train de voir, parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont combinés et qui font que peut-être les résultats ne sont pas là. Mais de plus en plus, ce que nous avons préconisé au niveau du département et que nous avons demandé au niveau de la Fédération malienne de football, c'est de voir par rapport au choix des joueurs. Il nous faut aujourd'hui des joueurs, pas seulement talentueux, il faut des joueurs qui aiment leur pays. Il faut des joueurs qui jouent pour leur pays. Il faut des joueurs qui soient patriotes. Un joueur aussi talentueux qu'il est, s'il vient sur le terrain et qu'il n'a pas réellement envie de se blesser, il n'a pas réellement envie de jouer pour son pays, il ne nous servira à rien du tout. Donc déjà par rapport à la sélection des joueurs, nous avons demandé à la fédération de voir avec le sélectionneur national qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à ce niveau. La deuxième chose, c'est qu'il y a un an, nous n'avions pas de directeur technique national confirmé. Nous ne savions pas comment la sélection se faisait au niveau du sélectionneur national de l'équipe nationale. Nous avons envoyé un courrier pour demander à la fédération que désormais, il faut installer le directeur technique national. C'est une obligation parce que ce directeur technique national est un équilibre. L'équilibre, il est au niveau local parce que c'est lui qui doit non seulement s'occuper de l'harmonisation et du mouvement au niveau du sport au niveau local, mais également il est de très bons conseils par rapport à un sélectionneur qui est pris. Donc aujourd'hui, nous avons un directeur technique national qui est depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, il n'était pas confirmé. Mais aujourd'hui, quelqu'un a été sélectionné, choisi, et on a un directeur technique national. Deuxièmement, le sélectionneur national était choisi, des fois on n'était pas informé. Nous avons voulu être impliqués du début du dépôt des dossiers jusqu'à la phase finale de sélection. Ça a été le cas du dernier sélectionneur qui est Tom Saint-Philippe. Il y avait plus d'une trentaine de dépôts. Nous avons vu tous les dépôts, tous les dossiers, comment la sélection a été faite jusqu'au dernier. Donc ce n'est plus une question de qui a choisi le sélectionneur. Ce n'est ni le ministre ni la fédération. Il a été pris sur la base des dossiers qui ont été pris et sélectionnés et entrepris. La troisième chose, il y avait un gros problème entre certains joueurs et la fédération. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une conciliation. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sous tension, surtout au niveau de nos équipes nationales. Donc, je crois que ce message a été également bien compris. Les joueurs ont fait énormément d'efforts dans ce sens-là, et la fédération également, et même l'entraîneur. Ils ont fait le tour de plusieurs de ces joueurs pour les rencontrer, voir quels étaient les problèmes, où se situaient eux, leurs besoins, essayer de voir comment on peut rapprocher les positions pour qu'ils travaillent ensemble. Et je crois que les derniers matchs qui ont été faits, vous avez vu, certains anciens joueurs sont venus. Donc ça, ce sont tous les efforts. Mais au-delà de cela, il faut parler de la gouvernance, il faut parler d'énormément de choses. Je pense que ce sont de management, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les choses sont en train d'être faites, ça prend du temps. Parce que pour corriger quelque chose, ça prend toujours du temps. Ça prend des fois des frottements. Parce que des fois, pour construire, il faut détruire. Donc on est obligé des fois de casser des choses. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça, il ne s'agit pas que du football, ça. Il s'agit de tout le milieu. Justement, par rapport à défaire certaines choses, il y a beaucoup de commentaires qui fusent par rapport aux fédérations
Je vais laisser Khan poser la question sur la fédération d'athlétisme. Oui, monsieur le ministre, le 30 avril dernier, la fédération malienne d'athlétisme, en tout cas, a été officiellement informée du retrait de son agrément à travers une lettre du directeur national des sports et de l'éducation physique. Il y a certains acteurs qui crient à l'acharnement et à la violation des textes. D'abord, qui répondez-vous? Bon, je pense que le département, depuis le début, ne travaille que sur la base des textes. Ça, c'est important. Et les je pense que lorsque j'ai réuni tous les présidents de fédération au département la toute première fois, je leur ai dit, c'est vous les techniciens, c'est vous les spécialistes, c'est vous les connaisseurs. Moi, je ne travaillerai que sur la base des textes. Et lorsque, à ce niveau, sur la base des textes, on se rend compte qu'il y a une fédération qui, malheureusement, que nous-mêmes, nous avons reconnu, parce que c'est moi-même qui ai pris la décision de reconnaissance, parce qu'il y avait des tiraillements entre deux camps au niveau de l'installation de la fédération d'athlétisme. Et c'est à mon arrivée que nous avons tranché pour dire il faut laisser madame continuer, mais qu'elle trouve le moyen de collaborer avec l'autre camp pour qu'on puisse avoir un volet consensuel là-dessus. Malheureusement, après 1 an et demi d'efforts, de tractations, de rencontres, et aussi de courriers envoyés et de courriers non répondus, à un moment donné, la direction nationale des sports est venue me voir pour me dire, bon, voilà la situation, elle ne s'améliore pas. Donc il faut prendre une décision. Donc je leur ai dit de prendre la décision, mais conformément au texte. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que la fédération est en train de respecter les textes en vigueur? Est-ce qu'il n'y a pas de violation? Est-ce qu'il y a mise en place de certaines ligues de façon volontaire sans l'avis du département? Est-ce que et est-ce que la fédération aujourd'hui a adopté le statut type? Donc tous ces éléments réunis, on a vu que aucun de ces éléments n'était respecté. Et je pense que la direction nationale a pris la bonne décision. Et nous avons mis en place un comité national de normalisation. Et on est en train d'avancer par rapport à cela. D'accord. Monsieur le ministre, on va enchaîner sur le symposium sur le football qui a été organisé il y a quelques mois. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que le Mali remporte la Coupe d'Afrique? Ou bien qu'est-ce qui est mis en œuvre? Bon, Sera Bachili est sur la Coupe d'Afrique. C'est ce qui intéresse les Maliens. Nous voulons la Coupe du Monde. Ah, d'accord. D'accord. Au niveau des états généraux du sport, je pense qu'on a eu la chance d'avoir plusieurs experts du milieu sportif de façon globale, de toutes disciplines confondues. On a eu d'anciens ministres qui sont venus. On a eu des spécialistes qui sont venus d'ailleurs également, qui ont porté main forte. Et les décisions qui ont été prises, ce sont des recommandations sur la base des différents axes et thématiques qui ont été développés. Et je pense qu'aujourd'hui, certains éléments importants doivent être soulignés. Le premier élément, c'est que tout le monde est d'accord qu'au niveau du sport, il y a des améliorations à faire. De façon globale, nous avons un travail de fond à faire. Ce travail de fond, c'est qu'il y a des textes qui ont été pris il y a extrêmement longtemps, qui ne sont plus en adéquation aujourd'hui avec les réalités du sport. Le sport aujourd'hui, c'est scientifique. Le sport est basé sur des nouvelles technologies. Le sport est basé sur de nouvelles approches. Donc comment aujourd'hui nous pouvons réadapter tout cela pour se mettre en conformité avec le niveau international, qui sont sur d'autres aspects, d'autres approches au niveau du sport. Le sport, la deuxième chose. Le sport n'est plus le Farigolo Nyenedje qu'on connaissait avant, où il fallait Kata Farigolo Nyenedje. Non, non, le sport n'est plus ça. Le sport aujourd'hui, c'est aussi un business. C'est aussi comment faire, avoir des ressources financières nécessaires. Et dans ce cadre-là, il nous faut nous adapter. Nous ne pouvons pas rester dans un ancien système en voulant atteindre des niveaux que d'autres ont déjà pris. Donc à ce niveau-là, il est impératif que nous aussi, à notre niveau, qu'on puisse réadapter notre approche au niveau du sport pour créer de la valeur, pour avoir des ressources derrière. Et à ce niveau-là, ça aussi, je pense que ce sont des éléments qui sont ressortis et sur lesquels le travail a été fait. L'autre élément, c'est que malheureusement, nous avons participé à certaines compétitions internationales depuis plus de 20 ans. Nous n'avons jamais eu de médaille à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on puisse atteindre ces médailles?
pour que le Mali puisse au moins être parmi les finalistes de ces Jeux-là au niveau international. Et cela demande aussi d'autres types d'efforts. C'est-à-dire quoi? La détection des talents, l'accompagnement de ces talents-là, à travers peut-être des infrastructures que nous avons déjà, comme le lycée sportif, et des événements que nous sommes en train de créer comme les interquartiers. Je pense que les interquartiers sont en train d'être faits dans toutes les régions du Mali, mais cela va nous permettre de détecter des talents. Et à la suite de la détection de ces talents, ça va nous permettre de voir comment les accompagner et qu'ils soient des viviers pour nos équipes nationales. Par rapport aux États généraux, ces recommandations ne vont pas dormir dans les tiroirs. Vous pouvez nous donner quelle assurance, monsieur le ministre? Je pense que l'assurance vient d'être donnée. Pour vous dire que déjà, il y a certains qui sont déjà en cours par rapport aux interquartiers, par rapport aux commissions de détection des talents. Mais au-delà de cela, on avait pris une décision pour mettre en place un cadre d'acteurs, pas pour la détection des talents, mais cette fois-ci pour les sportifs de haut niveau. Nous avons eu la chance au Mali d'avoir certains sportifs qui ont eu à être à des niveaux très élevés. Donc nous avons créé une commission avec certains parmi eux et qui vont aider d'autres sportifs de haut niveau que nous avons à les accompagner, à les coacher, mais sur le plan psychologique aussi. Parce que vous savez, à un niveau international, ce n'est plus la capacité physique qui compte. Ce n'est plus le talent qui compte. C'est l'esprit qui compte. Oui, monsieur le ministre, quels sont vos vœux pour le sport malien pour les restes de l'année 2025? Nous savons qu'il y a des échéances comme les éliminatoires de la Coupe du Monde de football notamment, ou encore les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations du football qui va se jouer du côté du Maroc. Alors, une des premières choses, c'est d'encourager déjà tout le milieu sportif. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des acteurs sportifs, surtout des joueurs et des athlètes qui en ont envie, qui veulent réussir, qui veulent aider, qui veulent aussi hisser haut le drapeau du Mali. Donc, il est important à ce niveau de voir comment on peut accompagner ces acteurs-là. Et cela, c'est d'appeler d'abord et le département, nous, et les fédérations et le comité olympique national à voir comment on peut renforcer d'abord ces acteurs-là. Notre premier travail, notre premier rôle, notre mission, c'est de savoir comment les aider. Plus que comment aider le ministre, plus que comment aider un président de fédération, plus que comment aider un président de comité national olympique. Il faut savoir travailler pour aider d'abord les athlètes et les joueurs. Je pense que ça, c'est la première raison. Et c'est le premier message que je peux donner. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place plusieurs cadres. Ces cadres existent. Il peut y avoir des difficultés parce que certaines décisions, comme je l'ai dit, ce sont des décisions qui peuvent aller à l'encontre de certains intérêts. Mais aujourd'hui, nous ne travaillons pas dans le cadre de maintenir des intérêts. Nous travaillons dans le cadre de comment améliorer les choses pour aller dans une dimension beaucoup plus élevée par rapport à la capacité et aux efforts qui sont en train d'être posés. Donc c'est de demander à tous les acteurs, y compris le département, je le répète encore, à voir comment on peut davantage renforcer notre collaboration, déjà entre nous acteurs qui sommes là pour coordonner et aider, et comment on peut renforcer notre collaboration, mais pour le bénéfice des joueurs et des athlètes, et non le bénéfice d'un groupe ou d'un président, ou même d'un ministre. Donc, dans ce cadre-là, pour nous, c'est important. La troisième chose, c'est de dire à tous les athlètes et tous les joueurs qu'aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir cette volonté politique de mettre en place et d'avoir surtout des infrastructures de très haut niveau. Donc, c'est de leur dire d'utiliser ces infrastructures comme leur propre bien, donc de s'assurer à ce que ça reste vraiment dans les meilleurs états, mais de pouvoir les utiliser pour aller à un niveau beaucoup plus élevé. Nous comptons beaucoup sur eux, parce que ce sont eux qui vont élever le drapeau du Mali, donc nous comptons énormément sur eux. Donc c'est d'utiliser ces infrastructures, d'en profiter au maximum pour aujourd'hui se mettre à jour par rapport à tous les efforts qui sont en train d'être faits, mais aussi à leur volonté aujourd'hui de pouvoir défendre le pays en hissant haut le drapeau au niveau des compétitions internationales. D'accord. Alors, voyons à présent ce que pensent les citoyens sur les réformes et leur utilité pour le Mali. C'est un vox pop qui a été réalisé par l'ANCD. L'ANCD, c'est l'Agence nationale de communication pour le développement. Et nous revenons sur ce plateau.
ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne fait beaucoup d'efforts à travers les villages d'opportunités, ces masterclass qu'il fait dans différents instituts. C'est la toute première fois au niveau du Conseil national de la jeunesse que le vote est lié. C'est la toute première fois. Donc je tiens vraiment à féliciter le ministère de la Jeunesse pour cet engagement. Quand il est venu, il a mûri l'idée de mettre en place la brigade citoyenne, dont la brigade citoyenne elle est effective dans toutes les régions du Mali, y compris Bamako. Donc vous connaissez déjà la brigade citoyenne, elle est sur le terrain de travailler, n'est-ce pas? Même pendant l'hivernage, c'est les brigadiers qui viennent au secours de la population. Il y a l'innovation des centres sportifs, il y a d'autres qui sont programmés pour la construction. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont envisagées au profit de la jeunesse. C'est l'attente qui est beaucoup plus grande par rapport à la réalisation et c'est ce qui est tout à fait normal. Le ministre de la Jeunesse et du Sport a entrepris des initiatives notables visant à renforcer les secteurs de la jeunesse et du sport, la construction civile et l'instruction civile. À travers ces 3 axes, il y a des jeunes qui ont eu la chance où leurs projets ont été financés. Le ministère de la Jeunesse à travers l'Orange, on est témoin de cela. Nous avons même des connaissances vraiment qui ont eu à participer à ce projet, ils l'ont eu. Donc déjà, nous pensons que c'est un bon départ. Concernant la nouvelle loi qui permet aux fonctionnaires d'aller à Bafo pour mieux servir sa patrie, là c'est une bonne chose. Nous sommes dit que le patriotisme était vraiment vu seulement chez les militaires, mais si d'autres corporations, y compris les enseignants, bénéficient d'une telle formation, je crois que c'est une initiative à encourager. Nous apprenions beaucoup de choses ici, telles que la discipline, des questions de rigueur, évidemment l'armement, la manipulation des armes, le combat sur toutes ses formes. Alors donc ça rend en lieu de compte dans la formation et le renforcement des capacités. C'est une formation morale. La formation morale est beaucoup renforcée et nous avons commencé des cours par rapport aux armements, par rapport à la discipline militaire. Donc toutes choses qui vont nous renforcer et faire de nous des cadres compétents dans nos services. La rigueur militaire, donc nous sommes en train d'être imprégnés de ça. Donc cette rigueur, j'en suis sûr, sera bien utilisée à bon escient dans nos différents services. Le bilan est positif, tout naturellement. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, à travers la qualification de presque toutes les compétitions nationales, toutes les compétitions internationales dans toutes les disciplines du Mali aujourd'hui. Le ministère est plus impliqué dans la gestion au niveau des championnats locaux et autres. Donc vraiment les efforts sont là. Si je dois noter le ministère sur la gestion, je lui donnerai 98%. Alors, Monsieur le ministre, on vous a vu très actif avec les jeunes. Qu'envisagez-vous pour que la jeunesse soit plus engagée dans la construction citoyenne? Je pense que c'est d'abord cette prise de conscience de savoir que il y a 3 éléments, 3 niveaux en termes d'implication que j'aimerais soulever lorsque vous voulez être engagé. Le premier niveau, c'est de se dire que si on doit défendre quelque chose, il faut d'abord défendre sa patrie. La deuxième chose, il faut savoir défendre sa famille et se défendre soi-même. Voilà les 3 niveaux que nous attirons leur attention là-dessus. Comment le jeune doit s'impliquer? Nous savons que toutes les grandes nations sont passées par des difficultés. Toutes les grandes nations dans le monde entier, il n'y en a pas une seule qui n'est pas passée par une phase de crise avant une prise de conscience et avant de prendre l'axe pour son développement. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de prise de conscience et d'avoir des autorités qui ont tracé un axe. Mais dans toutes ces grandes nations, tout ce qui a été mis en œuvre pour leur développement, ce sont les jeunes qui ont pris le relais. Lorsque les réformes sont prises, lorsque les réformes sont adoptées, il faut impérativement des acteurs pour la mise en œuvre, pour que ce soit opérationnel. Et ces acteurs-là, ce sont les jeunes. À un moment donné, il faut aussi cette prise de conscience. Et c'est ce que nous passons comme message au niveau de la jeunesse le plus souvent, pour dire qu'il faut savoir comment être utile pour sa communauté.
L'autre chose, il faut apprendre. Il faut apprendre. Qu'on le veuille ou pas. Nous avons besoin de nous instruire. Peu importe l'âge, nous avons besoin de nous renforcer. Peu importe l'âge. Nous avons besoin de connaître notre pays. Peu importe l'âge. Un message fort à la jeunesse. Un dernier message au monde sportif aujourd'hui pour qu'il soit plus compétitif. Le premier message que je peux dire, c'est de voir toujours dans les actes qui sont posés, qu'est-ce qui est utile pour le pays. En tant que sportif ou en tant que jeune, peu importe. Qu'est-ce qui est utile pour le pays? Qu'est-ce que je dois poser comme acte aujourd'hui qui ne nuit pas à l'image de mon pays, qui ne nuit pas à l'image de ce que nous sommes en train de faire et de développer aujourd'hui. Ça, c'est une des premières choses. En tant qu'acteur sportif, tous les acteurs doivent se poser cette question-là. Tous les actes qui sont posés, est-ce que c'est pour le bénéfice du ministre? Est-ce que c'est pour le bénéfice du président de ma fédération? Est-ce que c'est pour le bénéfice du président du comité national olympique? Ou est-ce que c'est pour le bénéfice des joueurs et des athlètes? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Tous les actes qui doivent être posés doivent être posés dans l'intérêt d'avoir des cadres et un environnement meilleur pour nos sportifs, y compris pour la jeunesse. Et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais passer aujourd'hui au niveau du milieu sportif, afin qu'on puisse peut-être avoir une meilleure collaboration de travail avec certains. Parce qu'il y a des fédérations où ça marche très très bien. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Merci à Mamadou Kane pour l'accompagnement par rapport aux questions. Voilà, c'est sur ces messages d'espoir et d'assurance que se referme cet entretien avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous étions à Bafo, centre d'instruction au niveau des Bafo ici, avec les jeunes de la fonction publique, les nouvelles recrues de la fonction publique aussi, militaires et civils cohabitent ici sans problème. Bafo, je veux vous sentir pour une dernière fois avant de se dire au revoir. Jongoni akobe na tumado Chadenu Perezida azimi yanjigi Malila Ministri Sajo ka folibe ya Chadenu Neboro kenyunu kobe na tumado Chadenu Jongoni nunu muda kamolo Chadenu Bafo sigini sigidu galama Chadenu Kawolo de marato nyana finju kula. Merci Bafo, merci. Merci, on a merci Bafo. Merci pour cet accompagnement magnifique. Voilà, c'est sur cette chanson magnifique de Bafo que se referme cet entretien avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Merci encore une fois de plus. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur nos antennes.